À l'ère géopolitique actuelle, marquée par les transitions énergétiques, le dérèglement climatique et les rivalités entre grandes puissances, le Groenland, cette immense île glacée longtemps perçue comme une région isolée, est en passe de devenir l'épicentre d'une nouvelle course mondiale. Ce qui autrefois semblait être un territoire gelé et inaccessible est devenu un enjeu stratégique majeur, convoité par les superpuissances de Washington à Moscou, en passant par Pékin. La raison? Sous la glace du Groenland reposent des gisements parmi les plus importants au monde de terres rares, essentiels aux technologies de pointe, aux énergies renouvelables et aux applications militaires. La fonte des glaces arctiques ouvre une nouvelle durée de dénivelé rude. Rythme, réduisant considérablement la durée des trajets traditionnels. De par sa situation géographique à l'entrée de l'Arctique, le Groenland occupe une position stratégique entre l'Amérique du Nord et l'Europe. À proximité de la route maritime du Nord, ce qui favorise une coopération arctique plus étroite entre la Chine et la Russie. Et maintenant, parce que le président des États-Unis, Donald Trump, a décrété que l'acquisition du Groenland n'est pas seulement souhaitable, mais essentielle pour ce qu'il appelle la paix mondiale. Ceci n'est pas une satire, c'est la nouvelle réalité géopolitique et elle ébranle les fondements de la diplomatie, de la souveraineté nationale et du droit international. L'obsession de Trump pour le Groenland ne date pas d'hier. En 2019, lors de son premier mandat, il avait évoqué l'idée d'acheter l'Inumark, suscitant des moqueries généralisées et un certain embarras diplomatique. Mais en 2025, ce n'est plus une plaisanterie, c'est la politique officielle. Nous devons avoir le Groenland. Le monde a besoin que nous possédions le Groenland. Y compris le Danemark, a récemment déclaré M. Trump à la presse. Il a répété que les États-Unis iraient aussi loin que nécessaire pour s'assurer le contrôle du territoire. Une déclaration vague, certes, mais profondément provocatrice, qui suggère qu'aucune option n'est exclue, y compris la force militaire. Mais le discours de Trump a évolué. Ce qui a commencé comme une lubie immobilière s'est transformé en une doctrine de domination arctique. Avec le changement climatique qui transforme rapidement la région, Trump et ses conseillers voient désormais le Groenland comme la pierre angulaire d'une stratégie plus large visant à assurer l'hégémonie américaine dans l'Arctique. La présence de la base spatiale de Thule, un avant-poste radar et de surveillance essentiel, est devenu le symbole de cette vision. Le fait que Trump qualifie le Groenland d'essentiel pour la sécurité internationale, c'est plus qu'une simple posture stratégique. Cela s'inscrit dans une nouvelle grande stratégie américaine qui voit l'Arctique non pas comme une étendue désolée et gelée, mais comme la nouvelle frontière géopolitique, et le Groenland comme son joyau. Forte de cette nouvelle vision, l'administration Trump a déployé plus que des mots. Elle a déployé des hommes. Le vice-président J.D. Vance, accompagné de Raoul Wine, le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz et le secrétaire à l'énergie Chris Wright a effectué une visite au Groenland à la fois symbolique et stratégique. L'image était claire, une délégation américaine de sans invitation officielle du gouvernement intérimaire groenlandais, faisant fi des usages diplomatiques et se rendant directement à la base militaire américaine. C'était une affirmation de possession par la présence Manry and Spendersur
peine voilée étayée par un discours présentant le Danemark comme négligent et le Groenland comme vulnérable. Vance a affirmé que le Danemark avait sous-investi dans la population groenlandaise et négligé son infrastructure sécuritaire, positionnant les États-Unis comme la seule puissance capable d'assurer la sécurité et la prospérité de l'île. Il ne s'exprimait pas en diplomate. Il parlait comme un homme d'affaires en train de conclure une transaction. Pendant ce temps, Trump intensifiait la pression depuis Washington. Interrogé sur la possibilité d'un recours à la force pour acquérir le Groenland, il a déclaré qu'on n'exclut aucune option. Le message était clair. La question n'était plus de savoir si cela allait se produire, mais comment. L'objectif est clair. Dissocier le Groenland du Danemark et le rapprocher de Washington. Non pas par une conquête directe pour l'instant, mais par des incitations économiques, des pressions diplomatiques et un renforcement de la présence militaire. Si l'administration Trump s'attendait à une soumission sans résistance de la part du Groenland, elle a rapidement déchanté. Face à ce qu'ils ont qualifié de pression inadmissible, les dirigeants groenlandais ont réagi avec promptitude et détermination. Suite à cette nouvelle offensive de Trump, 4 des 5 partis politiques du Parlement groenlandais ont constitué une large coalition unie par un objectif commun: faire barrage à l'annexion américaine et préserver la souveraineté du Groenland. Le premier ministre par intérim du Groenland, Mute Egede, a clairement affirmé qu'aucune invitation officielle n'avait été étendue aux Américains et que leur visite était un manque de respect compte tenu de la transition politique en cours. Des manifestations ont éclaté. Des manifestants à Copenhague et à Nuuk brandissaient des pancartes proclamant « Le Groenland n'est pas à vendre » et « États-Unis, laissez-nous tranquilles ». La jeunesse groenlandaise a exprimé sa colère et son exaspération. On ne parle plus que de Trump maintenant, a déploré un habitant de Nuuk. Je veux juste que ça cesse. Ce faux pas diplomatique, l'envoi d'une délégation américaine sans l'aval du Groenland, n'a fait qu'exacerber la résistance locale. L'approche agressive de Trump a eu un effet inattendu. Elle a unifié le paysage politique fragmenté du Groenland contre l'ingérence étrangère. Les répercussions de la campagne du président Trump concernant le Groenland ont été mondiales, particulièrement au sein de l'OTAN. Le Danemark, puissance coloniale et souveraine du Groenland, a réagi avec colère et inquiétude. La première ministre Mette Frederiksen est fermement condamné la démarche américaine, la qualifiant de pression inacceptable et ajoutant « ce n'est pas la manière dont on s'adresse à ses alliés ». Le ministre des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a dénoncé publiquement sur les réseaux sociaux le ton employé par les responsables américains, déclarant « Si vous souhaitez renforcer votre présence militaire, engageons un dialogue, mais ne venez pas ici exiger des choses comme si nous étions un État vassal. » Cette affaire ne s'est pas limitée à froisser des égos, elle a sérieusement mis à l'épreuve les liens de l'Alliance transatlantique. Les dirigeants européens observent la situation avec une grande appréhension, s'interrogeant sur la possibilité que le Groenland devienne un nouveau point de tension, à l'instar de la Crimée. Le souvenir de l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014 est encore très présent, et les propos de Trump, suggérant une acquisition d'une manière ou d'une autre, ont immédiatement suscité des comparaisons. L'OTAN s'est longtemps reposée sur le Danemark pour la gestion de la sécurité en Arctique.
Maintenant, avec les États-Unis agissant unilatéralement et sapant la souveraineté danoise, l'Europe est contrainte de réévaluer la fiabilité de l'alliance américaine et sa propre posture de sécurité dans l'Arctique. Pendant ce temps, la Russie et la Chine observent attentivement la situation. La visite du vice-président américain J.D. Vance au Groenland, le 28 mars 2025, pourrait bien devenir l'un des voyages diplomatiques les plus controversés de la décennie. Ce qui avait été officiellement présenté comme une inspection de sécurité de routine de la base spatiale de Pituffik s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus provocateur. Une prise de contrôle symbolique sous couvert de diplomatie arctique. Accompagné du conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz, du secrétaire à l'énergie Chris Wright, du sénateur Mike Lee et d'une petite escorte militaire et sécuritaire. L'arrivée de Vance s'est déroulée sans invitation officielle du gouvernement de transition groenlandais. Malgré les critiques unanimes des dirigeants danois et groenlandais, la délégation américaine a persisté, renforçant l'impression que les États-Unis n'étaient plus en posture de demande de coopération, mais de prise de contrôle. Vance n'a pas cherché à atténuer son message. S'exprimant depuis la base, il a déclaré « Nous n'avons pas d'autre choix que de prendre une position significative pour garantir la sécurité de l'île. » Il a ajouté sur un ton cinglant que le Danemark avait manqué à ses devoirs envers le Groenland, le laissant sans défense et économiquement sous-développé. L'image était sans équivoque. Une démonstration de force américaine orchestrée non pas dans les coulisses diplomatiques, mais dans le froid et la brume d'un théâtre stratégique. Pour les Groenlandais, le message était clair et insultant. Les propos de Vance, laissant entendre que la population groenlandaise serait mieux lotie sous la protection des États-Unis, ont provoqué l'indignation générale parmi les habitants et ont même suscité des réprimandes de la part des autorités danoises qui ont accusé les États-Unis de s'adresser à leurs alliés comme à des adversaires. Alors, s'agissait-il d'une visite diplomatique ou d'une forme d'invasion déguisée? La réponse spam. La mission de Vance ne se limite pas à rassurer, il s'agit de faire basculer les allégeances, de semer la discorde entre le Groenland et le Danemark, et de présenter les États-Unis comme le protecteur légitime du Groenland dans un Arctique de plus en plus instable. C'était une stratégie de persuasion par la présence, la plus vieille tactique impériale. Au cœur de ce nouvel échiquier arctique se trouve la base spatiale de Pituffik, anciennement base aérienne de Thule, bastion militaire américain isolé sur la côte nord-ouest du Groenland. Bien que largement méconnue du grand public, cette installation est discrètement devenue l'un des endroits les plus stratégiques de la planète. Initialement construite pendant la guerre froide comme station radar et de suivi de missiles, Pituffik abrite aujourd'hui des systèmes satellitaires de pointe, des réseaux de détection de missiles d'alerte précoce et des centres de communication chargés de surveiller les mouvements russes et chinois dans la région polaire. C'est aussi l'un des rares endroits au monde où l'armée américaine peut maintenir une présence militaire permanente en Arctique tout au long de l'année. Mais aujourd'hui,
Pituffik est plus qu'une simple base. C'est une tête de pont stratégique pour une stratégie politique plus large. Son importance géopolitique, c'est considérablement accru ces derniers mois, tandis que l'administration Trump fait passer le Groenland du statut d'avant-poste défensif à celui de tremplin pour la domination américaine dans l'Arctique. Le message est clair. Le Groenland est peut-être encore danois de droit, mais militairement, il est déjà américain. Et c'est ce qui rend la situation si périlleuse. En intensifiant sa présence au Groenland sans l'accord complet du Danemark, ni le consentement des dirigeants groenlandais élus, les États-Unis ne remettent pas seulement en question les normes territoriales, mais ils testent également les limites de l'OTAN, de la souveraineté et du droit international. La stratégie appliquée à Pituffik rappelle d'autres modèles de la politique étrangère américaine moderne, tels que Ramstein en Allemagne ou Diego Garcia dans l'océan Indien. Cependant, contrairement à ces exemples, le Groenland est aujourd'hui un territoire contesté et l'empreinte militaire pourrait bien devenir une ligne de fracture géopolitique. Au-delà des considérations stratégiques militaires, il existe un puissant moteur économique derrière cet intérêt croissant pour le Groenland, ses richesses naturelles exceptionnelles. D'après une étude de l'Union européenne datant de 2023, le Groenland renferme 25 des 34 minerais considérés comme matières premières critiques par la Commission européenne. Parmi ces métaux précieux, on retrouve notamment le néodyme, le dysprosium et le terbium. Des noms peu connus du grand public, mais absolument essentiels à la fabrication de nombreux produits de haute technologie, tels que les smartphones, les éoliennes, les panneaux solaires, les véhicules électriques et même les systèmes d'armement modernes. Maîtriser ces ressources, c'est donc contrôler les chaînes d'approvisionnement du 21e siècle. Et les richesses du Groenland ne se limitent pas aux minerais. Sous les fonds marins arctiques, le Groenland possède également d'importantes pits de pétrole et de gaz naturel, encore largement inexploités. Face à la fonte des glaces et aux enjeux de la transition énergétique mondiale, ces réserves suscitent un intérêt grandissant de la part de puissances étrangères, notamment les États-Unis et la Chine, qui cherchent toutes deux à garantir leur indépendance énergétique. Cet intérêt croissant se heurte cependant à la résistance historique des populations autochtones du Groenland, opposées à l'exploitation des combustibles fossiles sur leur territoire. Ce à quoi nous assistons ne se résume pas à une simple appropriation territoriale. Il s'agit d'une véritable guerre des ressources qui se déroule au ralenti. Trump et ses alliés ne se préoccupent pas uniquement de cartes et de missiles. Ils pensent aux matériaux qui qui monteront le monde pendant les 50 prochaines années et à qui en détiendra le contrôle. Dans la stratégie de Trump, si le Groenland tombe aux mains des Chinois ou des Russes, ou même s'il conserve sa neutralité, les États-Unis perdent stratégique crucial. Pour reprendre ses propres termes, Verasser, il ne s'agit pas seulement de sécurité nationale, il s'agit de sécurité mondiale. Tout cela est engendré par une force qu'aucun gouvernement ne peut maîtriser, le dérèglement climatique. À mesure que la banquise arctique fond à une vitesse alarmante, des zones autrefois inaccessibles de la région deviennent accessibles pour la première fois dans l'histoire moderne. De nouvelles
maritime s'ouvre, réduisant considérablement la durée des trajets entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Le légendaire passage du Nord-Est, autrefois pris par les glaces 9 mois par an, est désormais la plus grande partie de l'année. L'Arctique, autrefois perçu comme une région économiquement stérile, se transforme en une nouvelle frontière pour le commerce international, le transport maritime, les câbles de données et les opérations militaires. Cette métamorphose n'est pas hypothétique, elle est déjà en marche. Marche rock. Durant 2024, les livraisons de pétrole russe vers la Chine par les voies arctiques ont enregistré une hausse de 25%. Des navires de recherche chinois ont mené de multiples expéditions dans l'Arctique. Le Canada a énoncé d'importants investissements dans les infrastructures portuaires et les patrouilles arctiques. L'Allemagne et le Royaume-Uni ont même commencé à envisager des projets de corridors de fret dans l'Arctique. Le Groenland, par position de centre central dans cette géographie en pleine mutation, est devenu la pierre angulaire de l'accessibilité à l'Arctique. Le changement climatique, paradoxalement, est en train de transformer le Grand Nord en l'arène géopolitique la plus convoitée de la planète. Et si la fonte des glaciers est synonyme de désastre environnemental pour beaucoup, elle représente une opportunité pour des puissances mondiales telles que les États-Unis, la Chine et la Russie. Si les ambitions arctiques de Trump ont semé la panique au Danemark et suscité la résistance au Groenland, elles ont provoqué une autre réaction à Moscou, une escalade calculée. S'exprimant lors du Forum international de l'Arctique à Mourmansk, le président Vladimir Brzezinski a décidé qui donne un pied à réfléchir. Il serait erroné de croire qu'il s'agit de propos extravagants de l'actuelle administration américaine. Les États-Unis vont systématiquement promouvoir leurs intérêts géostratégiques, militaro-politiques et économiques en Arctique. Et la Russie répond de la même manière. Au cours de l'année écoulée, la Russie a renforcé son infrastructure militaire en Arctique, en agrandissant des aérodromes, en déployant de nouveaux sous-marins et en installant des systèmes radars sur toute sa côte nord. Elle a également renforcé sa coopération arctique avec la Chine, axée sur les routes maritimes conjointes, les projets énergétiques et les systèmes de surveillance de l'Arctique. Poutine ne voit pas le Groenland uniquement comme une île stratégique, mais également comme un catalyseur potentiel de confrontation dans l'Arctique. Il a prévenu que même si la Russie n'a jamais menacé qui que ce soit dans l'Arctique, elle allait désormais surveiller de près l'évolution situation et y apporter une réponse adéquate. Autrement dit, si les États-Unis intensifient leurs actions, la Russie en fera autant. Les ambitions russes dans l'Arctique sont antérieures à Trump, mais la posture agressive de Washington pourrait bien accélérer le calendrier de Moscou. Et contrairement au Danemark ou au Groenland, la Russie dispose à la fois des moyens militaires et de la volonté politique pour contester directement les Arctiques Il ne s'agit pas d'un retour à la bipolarité de la guerre froide. C'est plus complexe que cela. Un Arctique multipolaire où les intérêts nationaux, la compétition économique et les transformations
climatique s'entrechoquent dans une région de plus en plus instable. Alors que le monde se focalise sur les ambitions de Trump au Groenland et la militarisation russe, la Chine établit discrètement ses propres positions en Arctique, en utilisant une stratégie bien différente. Au lieu de postures conflictuelles, la stratégie arctique s'appuie sur la recherche, la diplomatie et le développement d'infrastructures, tous conçus pour garantir une influence à long terme. La Chine ne possède aucun territoire arctique, mais en 2018, elle s'est autoproclamée État quasi-arctique. Une appellation sans fondement juridique, mais porteuse d'une intention géopolitique claire. Depuis, Pékin a mené plus de 10 expéditions scientifiques dans la région, construit des brise-glaces et investi massivement dans des projets d'infrastructure arctique dans le cadre de son initiative, les nouvelles routes de la soie. Au cœur des ambitions chinoises se trouve la route de la soie polaire, une route maritime qui réduirait sa dépendance à la mer de Chine méridionale et au détroit de Malacca. 2 points névralgiques vulnérables en cas de conflit. La Chine voit dans la fonte des glaces arctiques un corridor stratégique susceptible de sécuriser ses échanges commerciaux, son approvisionnement énergétique et son influence pour les décennies à venir. Pékin courtise également le Groenland en proposant des investissements dans les infrastructures, des partenariats de recherche et des accords commerciaux concernant les minerais. Tandis que le Danemark a bloqué plusieurs des propositions les plus ambitieuses de la Chine, les tensions croissantes entre le Groenland et les États-Unis pourraient offrir à la Chine de nouvelles opportunités pour gagner en influence par des moyens plus subtils. Contrairement à la rhétorique agressive de Trump, la progression de la Chine dans l'Arctique est lente, méthodique et basée sur des données probantes, mais tout aussi ambitieuses. C'est un jeu de patience et Pékin le maîtrise parfaitement. L'OTAN, autrefois pilier de la coopération arctique, traverse une crise interne profonde, exacerbée par l'unilatéralisme de l'administration Trump et son mépris pour le consensus centralier. L'adhésion de la Finlande en 2023, suivie par celle de la Suède en 2024, devait consolider le flanc nord de l'Alliance. Paradoxalement, elle a marqué le début d'une ère de confusion stratégique. Tandis que Trump conteste la souveraineté du Danemark sur le Groenland et insulte publiquement ses alliés de l'OTAN, l'unité se désagrège. Les membres européens de l'OTAN sont désormais confrontés à une question inquiétante. Les États-Unis sont-ils encore un allié fiable en matière de défense ou représentent-ils une force déstabilisatrice au sein même de l'Alliance? Plusieurs nations de l'OTAN ont réclamé la tenue d'un sommet d'urgence sur la politique arctique afin de discuter des ambitions de Trump vis-à-vis du Groenland. La France et l'Allemagne ont exprimé leur soutien au Danemark. Le Canada, confronté à ses propres défis dans l'Arctique, recherche mon work plus réservé. Pendant ce temps, la Russie observe avec un certain plaisir les dissensions au sein de l'Alliance. Une OTAN divisée représente une victoire stratégique pour Moscou, particulièrement en Arctique, où l'unité est primordiale pour contrer l'expansionnisme russe. Si Trump persiste à poursuivre ses ambitions groenlandaises en marge des protocoles de l'OTAN, l'Alliance pourrait bien traverser la crise la plus sérieuse de son histoire.
Les réactions négatives à la campagne du gouvernement Trump concernant le Groenland ne se cantonnent pas aux sphères politiques et aux salles de presse. Un véritable mouvement populaire de protestation se répand à travers l'Europe, mené par des consommateurs, des artistes et des citoyens qui se sentent profondément trahis par l'attitude agressive des États-Unis. Au Danemark, les groupes Facebook appelant au boycott des produits américains connaissent une croissance exponentielle. Dans les supermarchés, les produits sont maintenant marqués de drapeaux nationaux pour permettre aux consommateurs d'identifier et d'éviter les produits américains. Les ventes de Tesla s'effondrent, les abonnements Netflix sont résiliés en masse et Coca-Cola est retiré progressivement des rayons. Le mot d'ordre? On adore les États-Unis, on exècre juste leur président. Il ne s'agit pas simplement d'une protestation économique, c'est une véritable insurrection culturelle. Les artistes annulent leur tournée américaine. Les cinéastes se retirent des festivals américains. Enseignants et chercheurs suspendent leur collaboration avec les institutions américaines. Le soft power américain, autrefois son atout majeur, s'effrite à une vitesse alarmante. Le boycott s'étend au-delà du Danemark, en Suède, en Allemagne, en France et même dans certaines régions du Canada. C'est un signe clair que l'Europe ne se contente pas de résister diplomatiquement aux ambitions de Trump concernant le Groenland, mais rejette aussi l'influence américaine sur le plan culturel. Le spectre de la Crimée plane sur la crise du Groenland. Lorsque la Russie s'est emparée de la péninsule ukrainienne en 2014 sous prétexte de protéger les russophones, cela a provoqué une onde de choc en Europe. Aujourd'hui, certains craignent que Trump ne prépare le terrain pour une annexion similaire du Groenland, utilisant une rhétorique axée sur la paix mondiale et l'importance stratégique pour masquer une prise de contrôle territorial. Les parallèles sont glaçants. Dans les deux cas, il s'agit de nations puissantes revendiquant des territoires plus faibles. Dans les deux cas, on prétend protéger les populations locales. Et les deux remettent en cause les normes internationales qui régissent la souveraineté. Mais il y a une différence essentielle. Le Groenland fait partie du territoire de l'OTAN. Toute action unilatérale des États-Unis pour s'en emparer créerait une crise sans précédent au sein de l'Alliance. Les dirigeants européens mettent en garde, laisser Trump agir sans contrôle pourrait gravement porter atteinte à la crédibilité de l'OTAN et du droit international. Si le Groenland tombe aux mains des États-Unis par la force ou la coercition, quel précédent cela crée-t-il pour la Russie dans les pays baltes, pour la Chine à Taïwan, pour la Turquie dans le nord de la Syrie? La crainte n'est pas une invasion armée, mais une prise de contrôle progressive de l'influence des actifs et du pouvoir. C'est un conflit sans balles, mais avec des conséquences bien réelles. Des représailles économiques, un découplage culturel et l'effondrement des normes diplomatiques. L'Arctique se réchauffe, tout comme la géopolitique. Bien que l'obsession de Trump pour le Groenland puisse sembler étrange, elle a un curieux écho historique. En 1867, William Seward, le secrétaire d'État américain qui a acheté l'Alaska, a évoqué l'idée d'acquérir le Groenland. En 1946, le président Truman a officiellement offert 100 millions de dollars au Danemark pour l'acheter. Une offre qui a été refusée, mais jamais oubliée dans les cercles stratégiques de Washington.
Les États-Unis maintiennent une présence militaire au Groenland depuis la Seconde Guerre mondiale, en vertu d'un traité de 1951 avec le Danemark. Cependant, il est important de noter que ce traité ne confère pas de droit de propriété. Il garantit une défense mutuelle et non une autorité unilatérale. La position de Trump en 2025 dépasse le simple intérêt historique. Elle transforme une vieille ambition stratégique en une revendication quasi-impériale sur un territoire souverain. Ce qui n'était autrefois que pure spéculation est désormais une déclaration officielle. Un tel changement de posture, surtout de la part d'un allié de l'OTAN, est inédit dans le contexte diplomatique actuel. Pris en deux époques, le Groenland retrouve à un carrefour historique et doit choisir son avenir. Sa population, majoritairement inuite, aspire depuis longtemps à une plus grande autonomie vis-à-vis du Danemark. Les pressions exercées par Trump ont accéléré cette réflexion. Le Groenland devrait-il opter pour une indépendance totale, se rapprocher des États-Unis ou résister aux deux et consolider ses liens avec Copenhague? En réaction au comportement récent de Washington, le Parlement groenlandais a constitué une coalition d'unité, précisément pour préserver sa souveraineté. Cependant, au sein de la population, les avis divergent. Certains voient d'un bon œil les investissements américains, tandis que d'autres caressent de devenir un pion dans un jeu géopolitique. Le Groenland est à la croisée des chemins. Le choix qu'il fait maintenant pourrait redéfinir non seulement son propre avenir, mais aussi celui de Arjo, praktik nauwak, let low, tatum, politique déborde jusque dans les supermarchés, les applications et les divertissements européens. Les citoyens danois indignés par la rhétorique de Trump ont lancé un boycott massif des produits américains, des groupes Facebook tels que Boycottons les produits américains rassemblent des dizaines de milliers de membres. Les ventes de Tesla sont en chute libre. Les technologies et plateformes de streaming américaines sont scrutées de près. Coca-Cola perd du terrain dans les rayons. Les distributeurs étiquettent les produits par pays d'origine, tandis que les développeurs d'applications conçoivent des outils pour contourner les marques américaines. Les artistes et les enseignants coupent les ponts. L'influence culturelle s'affaiblit. Le boycott dépasse les frontières du Danemark. La France, l'Allemagne, la Suède et même le Canada connaissent des mouvements similaires. Il ne s'agit pas seulement d'une réaction du marché, c'est une véritable condamnation morale du comportement des États-Unis envers le Groenland. Si cette fronde des consommateurs prend de l'ampleur, elle pourrait bien entraîner un découplage transatlantique durable, avec des conséquences économiques et culturelles considérables pour les années à venir. Alors que les tensions s'exacerbent, la Russie et la Chine profitent de l'aubaine. La Russie, qui renforce déjà sa présence militaire en Arctique, perçoit le chaos américano-groenlandais comme une validation de sa propre stratégie. Moscou peut désormais se présenter au cours cité dans l'Arctique, tout en le militarisant. Pour la Chine, quant à elle, poursuit son expansion méthodique à travers les infrastructures, la science et la diplomatie. Ses ambitions arctiques, regroupées sous l'appellation de la soie polaire, visent à sécuriser les routes maritimes, les droits d'exploitation minière et une influence à long terme, sans faire de bruit ni provoquer d'affrontements. Ensemble, ces deux coups de
conflits internes occidentaux comme un véritable cadeau stratégique, tandis que les États-Unis s'isolent de leurs alliés, la Chine et la Russie offrent des alternatives. Autrefois, avant-poste de la guerre froide, le Groenland pourrait bien devenir le théâtre d'affrontement par procuration de la prochaine. L'Arctique n'est plus une frontière gelée. Il est désormais la ligne de front d'une lutte d'influence multipolaire, une compétition pour les ressources minières, les routes maritimes, la souveraineté et la survie. Et le Groenland, autrefois négligé, en est désormais la clé de voûte.